So we are very happy to be here today, and we just hope to have a very enriching discussion with the seasoned minds that we've convened for this discussion today. And as you all know, Central Africa is a rich, I beg your pardon, enormously rich and naturally endowed region, like Professor Pondi just mentioned a couple of minutes ago, stating that DRC alone harbors over 30% or so of the world's natural resources. But then the paradox is that the population in Africa, or to be precise, in Central Africa region, comprising of women and youth in majority, languish in poverty due to unemployment, insufficient unemployment and job creation. And very few men and women who struggle to pick up a job or create one recruited in the informal sector. So, ladies and gentlemen, this is a rationale that justifies the thematic we have chosen today around promoting employment and job creation in the Central Africa region. And like I said, we've convened seasoned minds to discuss with us on this topic. I want to begin with the very first question, which I would like to invite Dr. Tumenta to expatiate on. Doctor, I want to begin with you. My first question to you, Doctor, what do you think are the structural constraints that are most responsible for this insufficient job creation and employment in Africa, precisely in the Central Africa region? Thank you very much. I believe that before getting to the structural constraint, I want to continue where Professor Pondi and the CEO of Denis L'Oreal Foundation actually made mention of it. Imagine this. Somebody comes to your village and tells you that he doesn't know about your village. And he tells you, I will take you to my village and teach you so that you can come back and understand your village. Okay. That's quite curious. So, and you go. Everybody leaves and goes to that village, studied, and you come back to your village and you say, you are confused. You don't even understand your village anymore. He teaches you the culture, everything about his village, everything, and he comes back to your village. And then you start doubting what is the problem. That is the nightmare of Africa. That is a nightmare of Central Africa. That is a nightmare because Africa was called the Dark Continent because the interior was unknown to who? The colonizers, the Portuguese, and so on. They didn't know. What did they do? They built schools. They took us away. They trained us. And then we came, and then to understand their ways of seeing the world, and then we came back to our context, and we are doubting that we do not understand what is happening. So if just to say, Professor Pondi has been advocating for Pan-Africanism, but we have to do the right diagnostic, as he said. If we do the wrong diagnosis, then it's gone. So you can now understand why we do not know that we don't know that we don't know. Triple ignorance. We don't know that we don't know that we don't know. So everything that is supposed to be natural and normal in our communities, in your village, for you is strange. Everything that is supposed to be strange, you call it explicit. That's what it's supposed to be. And what is reality, you call it implicit. What is formal, is you call it informal. Approximately 98%. You know, sometimes I like my brother from the Minister of Statistics or Minister of National Institute of Statistics saying that we have statistics. I know, you know, my background is economics ethics. So we combine ethics and economics. So we ask young people to collect our data, and they ask the first question, what is this data for? They say, it is the government wants to carry out policy to support people who have more children. And my mom, sitting in the room, said, I have 13 children. And I asked my mom, Mom, you have 9. He said, yes, but they said they will support us, so let's just take more. So what I want to say is that if we do not diagnose, if we do not find real, credible,
transparent data, our analysis are all wrong. So let me just go back to structural. The first thing, if you look at 98% of all enterprises around are found in the informal sector. We call them 90, 80, 86, 80, 92, depending if we receive money from international financial organizations. So we have to reduce them without doing anything. So that's how the statistics. The Ministry of Small and Medium-Sized Enterprise in Cameroon actually told us that, please, if you look at the statistic which is there, 98.2% are all individually owned, and they are very small enterprises. So who are those creating the jobs? Besides the structural issues, structural issues is like depending on raw materials dependent economy. We are not even making the benefit out of it. We are not using those return on investment to invest to transform our economy. So what I want to say is that if you look at the structure of the small and medium-sized enterprises, if you look at the skills that young people get out there to come and work in which economy, the companies, the jobs, the skills you are trained out there, the companies are not even existing. You have 98% in the informal sector completely. For me, they are not informal sector. They are really the real sector. But research in the communities have never been diverted to understand how they develop. The second thing that we have to understand is that when we ask for diagnosis, our economies and most of our countries in the sub-region has been inclined towards what I call the managerial competence. Managerial competence is like you take a child, give him mathematics, give him some subjects, and then expect the child to become a genius. But there is a missing link, because the input into that managerial competence is what is called the entrepreneurial competence, the mindset. So if you don't have the right mindset, you cannot produce innovation, creativity for people that the managerial competence, accounting, and so on. So we have all the accountants, we have all the evaluators, the managers, but we don't have the companies themselves. So I think that as we move ahead, we need to understand, do the right diagnosis. If we do the wrong diagnosis, then we have nothing else. So the studies I did for the United Nations Economic Commission for Africa, out of 100 most important companies in Africa, 0 company comes from Central Africa. Again, 100 in the whole of Africa, none of these companies come from Africa. And Fortune 500, we have 0. So it means that Fortune 500, there is no company in Fortune 500 from Central Africa. Just to give you that there's something wrong somewhere. As we are speaking with think tanks, which have to have a paradigm shift from think tank to adding do tank into it. So the thinking, you have to do the do tank. Okay, I think that's a recommendation that we're going to emphasize by the end of this panel. Monsieur Ndiaye, je voudrais vous inviter à prendre la parole au regard des statistiques que vient de donner le docteur Toumenta sur les 500 premières fortunes en Afrique. Il relève qu'on ne retrouve aucune personnalité d'Afrique centrale sur les 100 premières entreprises africaines. Aucune entreprise d'Afrique centrale. Ce sont là des statistiques pour le moins préoccupantes. Mais bon, je voudrais vous interroger justement sur les barrières. Quelles sont, d'après vous, pour évoquer donc les barrières et aller dans son sens, les barrières que vous identifiez à votre niveau au regard du travail que vous faites au quotidien. Quelles sont les barrières structurelles, d'après vous, qui sont responsables du ralentissement donc, de cette création d'emplois au vu de l'expérience qui est la vôtre? Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce forum pour avoir invité le groupe de la BAD à partager son expérience et ses réflexions sur la problématique de l'emploi dans la région d'Afrique centrale. Ensuite, je voudrais saluer l'importance de cette thématique retenue dans le cadre de ce panel. Donc, ça porte sur la problématique de l'emploi. On le sait tous, c'est une problématique d'actualité dans un contexte mondial, donc marqué par l'expansion de l'intelligence artificielle avec ses implications sur l'emploi.
On est également au courant de la récente publication du rapport du mois de juillet 2023 du rapport sur l'emploi aux États-Unis, donc qui fait état de faible création d'emplois à hauteur de qui est 27% en deçà de ce qui était prévu. Voilà. Donc, pour en venir par rapport à la première question concernant les contraintes structurelles contre la création d'emplois, au niveau de nos analyses à la BAD, donc on peut répertorier un certain nombre de catégories de contraintes. D'abord, la première catégorie est liée à l'environnement des affaires. Donc, on se rend compte que dans l'espace, dans la zone CEMAC plus RDC, il y a un faible développement des infrastructures de transport, mais également une fourniture insuffisante d'électricité. De sorte que l'indice de fourniture d'électricité pour tous les pays de la région est en deçà, donc indice développé par la BAD, donc est en deçà de 50. Donc on regarde un autre point qui est lié aux réglementations et aux politiques gouvernementales. On se rend compte qu'il y a de longs retards dans la mise en œuvre des réformes. Autre point important, c'est par rapport à la problématique de la gouvernance. Les pays de la région Afrique centrale sont tous dans le top 50 des pays situés en bas du classement de 2024, donc de l'indice de perception de la corruption. Donc tout ça fait que l'indice Global Soft Power classe les pays d'Afrique centrale donc entre la 110e position et la 176e place, donc sur 193 pays. Donc cela traduit une faible capacité d'attraction et de persuasion des acteurs donc situés au niveau du reste du monde. Autre catégorie de contraintes, c'est par rapport à la disponibilité limitée d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc le panéliste l'a évoqué tout à l'heure parce que tout le monde le sait, il y a une inadéquation entre l'offre d'éducation et les besoins du marché du travail, de sorte que il y a un déficit de formation technique et professionnelle. Il y a aussi une faible capacité technique et technologique. Le Cameroun est classé 123e sur 133 pays dans l'indice mondial d'innovation, ce qui traduit des difficultés à stimuler l'innovation donc grâce à l'entrepreneuriat. Une autre catégorie de contraintes importantes, c'est le faible accès au financement. On se rend compte que le crédit au secteur privé est faible. Pour le Cameroun, il est de 17,2% en 2023, comparé à 31% au Sénégal, 22,5% pour la Côte d'Ivoire. Il y a également une baisse des investissements directs étrangers. On se rend compte que les flux d'idées entrant dans la zone Afrique centrale donc, ont baissé de 14,7% entre 2019 et 2024. Autre élément important, c'est tout cela doit se traduire par une faible implication du secteur privé. Ce qui le montre, lorsqu'on regarde les performances de croissance dans l'espace d'Afrique centrale, on se rend compte que le rebond de croissance économique en 2024 est principalement tiré par les hydrocarbures, le secteur tertiaire, mais également une demande publique qui est restée robuste et qui a augmenté de 0,9 points de pourcentage du PIB. Donc, par contre, la contribution du secteur privé à la formation du capital donc, a baissé de 0,7 points de pourcentage. Autre élément, c'est par rapport aux lenteurs observées dans la mise en œuvre des projets d'investissement public. On a vu que le taux d'exécution des projets inscrits au budget d'investissement public est sur une dynamique faible, 64,88% au 31 décembre 2024 contre 106% en 2019. Il y a le retard dans le démarrage des projets qu'on peut évoquer. Il y a également le ralentissement de l'exécution des projets d'investissement public. On peut faire allusion au pourcentage élevé des soldes engagés non décaissés. Et enfin, une dernière catégorie de contraintes, c'est justement par rapport à ce qui a été dit par l'un des panélistes, c'est-à-dire la taille élevée du secteur informel. On se rend compte que le tissu économique est dominé à plus de 90% par les TPE,
très petites entreprises. Donc cela se traduit par une productivité limitée, des incitations limitées à se formaliser, mais également à créer des emplois. Donc voilà de façon ramassée donc, ce que je voulais dire par rapport à cette première réflexion sur les Merci contraintes. infiniment pour cet éclairage. On a le sentiment finalement que tous les indicateurs en Afrique centrale, pour l'essentiel, indicateurs économiques, sont au rouge au regard de ce que M. Diaye vient de dire. Et je voudrais ici convoquer votre expertise, Dr Aline Zobo, vous donc en tant que macroéconomiste, au regard de tout ce que le docteur Diaye venait d'indiquer, et notamment que au rating, tous les indicateurs économiques, sinon l'essentiel de ces indicateurs, sont au rouge en Afrique centrale. Il y a beaucoup à craindre pour la jeunesse parce que chaque année, des universités camerounaises donnent des diplômes, si vous voulez, à des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de Camerounais, et donc qui sortent de ces universités et des grandes écoles. Et on a finalement le sentiment que la prospection qui devrait se faire du point de vue de l'État ne suit pas. Et le docteur Diaye l'a suffisamment évoqué, que les réformes ne suivent pas, en tout cas pas à la hauteur des attentes. On a envie de poser la question, comme au quartier, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci pour la question posée. Permettez-moi également de ne pas souscrire à la tradition de remercier une fois de plus Dr Foressia et toutes les petites et grandes mains du Nkafo Policy Institute qui œuvrent pour que cet événement devienne une tradition très agréable. Merci une fois de plus pour l'invitation. Et à la question que vous posez, je dirais également que je souscris parfaitement au diagnostic qui a été posé par le collègue. Les indicateurs sont rouges. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous positionner en termes de prospection et en termes d'orientation concrète? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Premièrement, je vais peut-être rappeler une vérité qui fâche souvent, mais qui est la réalité de nos économies. Sinon, de toutes les économies du monde, c'est que l'État, en principe, n'a pas vocation à créer des emplois au-delà d'un certain seuil. C'est la mission du secteur privé. Et il a bien fait de dire que toutes les dispositions qui doivent être prises, c'est d'accompagner le secteur privé. Alors, dans les pays de l'Afrique centrale, la mission que l'État dévoue à côté de ces missions régaliennes qui sont connues, pour justement booster ce secteur privé-là, implique un certain nombre d'entreprises ou bien de réformes qui sont instituées. Ces réformes, essentiellement, portent sur les incitations au secteur privé. Et c'est là, à ce niveau, où je pense personnellement qu'il y a un problème, parce qu'on a très bien vu le paysage du secteur privé dans nos économies aujourd'hui. Les incitations dont il est question portent généralement sur les incitations fiscales. Permettez-moi de revenir une fois de plus sur la structure des économies. On nous dit en Afrique centrale, plus de 60% des économies sont constituées des opérateurs du secteur informel. Vous voyez qu'il y a une bonne masse déjà d'entreprises qui produisent premièrement des richesses qui ne sont pas comptabilisées, mais qui échappent aux incitations que l'État peut mettre à disposition des entreprises pour leur permettre de créer davantage de richesses et de créer des emplois. Donc, parallèlement, on nous dirait également que ce secteur informel est celui qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que l'État accompagne ce secteur? Pour qu'il passe d'un secteur qualifié d'informel, qu'il soit davantage structuré, que des véritables chaînes de valeur se constituent autour des compétences qu'on peut identifier dans ce secteur-là. Et donc, en fin de compte, tout ce qui est considéré aujourd'hui comme emploi informel et comme emploi indécent soit bien également formalisé et au-delà, créer davantage d'emplois. Donc, pour moi, au-delà de la question de l'inadéquation formation-emploi, moi, je parlerai davantage de l'inadéquation entre les incitations actuellement mises en place et la structure de nos économies. Pour aller plus loin encore, on va revenir sur les 40% d'entreprises formelles. Nous en avons essentiellement plus de 90% qui sont des PME. Là encore, pour une PME qui a un chiffre d'affaires peut-être de 2 millions, que vaut réellement une incitation fiscale? Je pense que la question également se pose à ce niveau. Pour les PME, il faut penser à un autre type d'incitation qui permettent également à ces entreprises de survivre au-delà de 2 ans. Je pense qu'il y a des statistiques du GECAM et de l'INS qui nous rappellent que les PME créées
quitte financés par la Banque des PME ou financés par des partenaires au développement, ne survivent pas généralement plus de 2 ans. Quel est le problème fondamental? À mon sens, c'est que les incitations qui sont faites ne correspondent pas à ce qu'il faut faire. Et ces PME-là, plus facilement, se déploient dans le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, ce n'est pas un secteur qui porte vers la création d'emplois intensifs. On n'a pas besoin de peut-être 5 employés pour importer et revendre en interne. Par contre, les PME du secteur secondaire sont celles, pour moi, qui mériteraient d'être davantage soutenues parce qu'elles contribuent à la production locale, à la promotion du Made in Cameroun, du Made in Gabon, et ainsi de suite. Et donc, nous oblige à avoir des activités qui seront intensives en main-d'œuvre, puisqu'il faut produire, transformer, vendre en interne et peut-être exporter. Vous voyez donc, pour moi, la question de l'inadéquation que la formation et l'emploi ne concernent que les grandes entreprises. Si on forme les étudiants et les jeunes pour travailler dans les grandes entreprises, le problème de l'emploi va toujours se poser. Pourtant, les PME bien constituées auront forcément besoin de déployer les différentes fonctions que Fayol a identifiées. On aura besoin des agents qui sont chargés de la production. On aura besoin de ceux qui sont chargés du marketing et de la vente. On aura besoin de ceux qui sont chargés de la logistique, de ceux qui sont chargés du commerce, et ainsi de suite. Et on verra que, structuré de cette façon, en principe, toute la masse de jeunes qui sont formés et qui ont ces compétences-là seront facilement intégrés dans les dites PME. Donc, pour moi, en réalité, le problème, c'est les incitations qui ne correspondent pas forcément à la structure de nos économies. Que faut-il faire? Je pense que je vais reprendre à mon compte les propos du ministre des Postes et Télécommunications. C'est qu'il faut simplement essayer d'intégrer les PME dans la commande publique. Je prends à défi tous ceux qui sont dans la salle. Tout le monde est déjà ancré dans un bureau administratif, qui sont généralement très bien équipés d'ailleurs. Mais si on voit le mobilier, il est généralement importé. Pourtant, en interne, nous avons du bois produit. Nous avons des entreprises qui font également des bonnes productions. Et en les intégrant dans la commande publique, on va booster en réalité la demande qui est agressée à ces PME. Booster cette demande va permettre de produire plus. Pour produire plus, il faut plus de ressources humaines et donc plus de recrutement. Et si je vais vous voulez, m'arrêter à ce niveau. pour mettre de l'eau à votre moulin, il y a bien cette loi qui existe et qui donc demande d'intégrer les petites et moyennes entreprises dans la commande publique. Mais là où le bas blesse, c'est qu'elle n'est pas suffisamment appliquée. Donc, je crois qu'il faudra mettre l'accent justement là-dessus. Je voudrais à présent me retourner vers monsieur Noubissi. Le docteur Aline Zobo tout à l'heure a embrayé sur la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je voudrais qu'on s'y attarde un tout petit peu. Et en Afrique centrale d'ailleurs, dans un des pays, il y a cette boutade qui est suffisamment éloquente, qui dit qu'on remplace ce qui ne marche plus par ce qui ne marche pas. On a le sentiment que c'est le cas dans plusieurs systèmes éducatifs. On remplace ce qui ne marche pas ou plus par ce qui ne marche pas. Quel est votre sentiment là-dessus? Je vous remercie de la question. Je voudrais moi également sacrifier à un devoir, remercier les organisateurs de ce forum, de m'avoir invité, de m'avoir associé à la réflexion. Cela dit, c'est même un piège de s'exprimer un dernier dans un panel d'experts comme celui-ci, étant entendu que les autres panélistes ont abordé l'essentiel des questions et éventuellement quelques solutions qui ont été élaborées. Mais cela dit, la question que vous posez renvoie à quelque chose de plus global. Vous savez, la question de l'emploi, c'est une question extrêmement complexe. Les dernières études publiées par la Banque mondiale sur l'emploi nous indiquent que dans la prochaine décennie, il y a 1,2 milliard de personnes qui arriveront sur le marché de l'emploi. Et uniquement 420 millions d'emplois possibles seront créés. Donc, globalement, il y aura des centaines de millions de personnes qui seront laissées sur le carreau. Donc, la question de l'emploi n'est pas spécifique à l'Afrique et encore moins à l'Afrique centrale. Mais pour revenir
et emprunté au professeur Pondy, il faut contextualiser, il faut spécifier. En ce qui concerne nos pays d'Afrique centrale et un pays comme le Cameroun particulièrement, je voudrais relever que le système éducatif dans notre pays a été l'un des plus performants sur le continent africain, ça il faudrait le dire. Même si les choses se sont, hélas, fortement dégradées. Et j'aime souvent à le dire, le premier produit d'exportation du Cameroun, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le cacao, ce n'est pas le bois, mais c'est la connaissance. Le premier produit d'exportation du Cameroun, c'est la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que il y a un gisement de connaissances dans ce pays, mais pourquoi est-ce que ce gisement de connaissances n'est pas suffisamment exploité? Ça, c'est une question que je jette comme ça, comme une bouteille à la mer. Peut-être que lors des réflexions tout à l'heure, des débats, on pourra y répondre. S'agissant de l'adéquation entre la formation et l'emploi, pour revenir à votre question, là également, c'est une question extrêmement complexe et qui n'est pas propre, là une fois de plus, à l'Afrique centrale et encore moins au Cameroun. Je crois que M. Ndiaye tout à l'heure a évoqué l'intelligence artificielle. C'est devenu une espèce de tarte à la crème, tout le monde en parle en ce moment. Mais c'est une question extrêmement sérieuse. Parce qu'avec la révolution, la dernière révolution industrielle, le numérique et l'intelligence artificielle, il y a des secteurs entiers qui sont appelés à disparaître. Et je voudrais cela vous donner quelques images. Aujourd'hui, la plus grosse entreprise de logement dans le monde n'a pas un seul bâtiment, Airbnb. La plus grosse entreprise de transport public dans le monde aujourd'hui n'a pas un seul véhicule en propriété. Nous connaissons Uber et aujourd'hui dans nos pays Yango. Les plus grandes entreprises, les deux plus grandes entreprises de retailers, de commerce de détail des biens et services, n'ont pas d'inventaire, n'ont même pas de stock. Amazon et Alibaba. La plus grande entreprise de communication et d'information aujourd'hui au monde ne fabrique pas de contenu. C'est Facebook. Donc, avec la révolution industrielle et la révolution numérique, il faut repenser complètement la manière dont nous formons nos jeunes et repenser complètement le marché du travail. Je voudrais ici rappeler en 2019 le rapport sur l'économie mondiale, la Banque mondiale, c'était intitulé Le futur du travail. Et le BIT l'a également repris au 100e anniversaire du BIT en 2019. Le rapport du BIT, le Bureau international du travail, c'était sur le futur du travail, où il y avait comme une espèce d'alerte sur le futur du travail. Et là également, il y a des pans entiers d'expertise qui sont appelés à disparaître pour ceux qui voyagent, je prendrais l'exemple d'une chaîne de restaurants comme McDonald's, où on n'a plus de caissiers, où on n'a plus de serveurs, tout simplement parce que avec la technologie, on a éliminé des pans entiers et des expertises entières. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Il faut revoir nos curricula. Le professeur Pondy parlait tout à l'heure des curricula qu'il faudrait revoir. Il faut absolument revoir les curricula. Mais également, il faut avoir une introspection sérieuse sur le marché du travail. On parle souvent du secteur informel qui absorbe 80%
des emplois dans nos pays. Mais également, c'est un paradoxe, parce que le paradoxe du marché de l'emploi dans nos pays, c'est que c'est le sous-emploi qui alimente l'économie. Aujourd'hui, c'est le sous-emploi qui alimente, on parle de résilience de nos économies. En fait, nos économies ne sont pas résilientes. Les opérateurs économiques sont résilients. Le sous-emploi, c'est à peu près 80% de la force de travail. Tous ces jeunes qui se battent tous les jours, les Ben Skinner et autres, une image que je vous souhaiterais que nous regardions, le modèle Bombe François, ces jeunes qu'on reconnaît à leur polo rouge sur les trottoirs et autres. Et ça, c'est de l'imagination, c'est de l'informel, mais en même temps, c'est de l'emploi qui est créé. Alors, comment est-ce que nous pouvons, comment dirais-je, revoir nos curricula de manière à ce que cette force de travail, toute cette énergie que nous avons dans notre société, ces gens qui se battent tous les jours, tous les matins, et qui font ce qu'on appelle la résilience de nos économies, comment est-ce que ces jeunes-là, cette force de travail-là, peut être mobilisée de manière à les transformer en richesse? Je voudrais m'arrêter très rapidement en relevant deux choses. La première, je suis venu avec un livre que je voudrais partager avec vous, et je souhaiterais que chacun de nous lise ce livre. The Origin of Power, Prosperity and Poverty. Certaines personnes l'ont lu. Why Nations Fail. La faillite des nations. Les auteurs, c'est les prix Nobel d'économie 2024, d'Aaron Acemoglu et James Robinson. Pourquoi est-ce que les nations, qu'est-ce qui est à l'origine de la faillite des nations? Et il pose un problème fondamental, les institutions. Le problème central dans nos pays, notamment en pays d'Afrique centrale, qui fait l'objet de notre travail aujourd'hui, ce sont nos institutions. Des institutions essentiellement, j'allais dire, extractives, qui ne sont pas du tout conductives pour la formation des richesses. La deuxième chose que je voulais partager avec vous avant de m'arrêter, c'est, on l'a évoqué, mais on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas attardé là-dessus, c'est le cadre macroéconomique dans nos pays. Si vous regardez les pays de l'Afrique centrale, pris individuellement, partant du Cameroun, qui est, on dit c'est le leader, mais bon, ce leadership affaibli, ce n'est pas l'objet de notre débat, on pourra en parler, mais partant d'un pays comme le Cameroun, à tous les autres pays, le cadre macroéconomique est extrêmement faible. Et vous ne pouvez pas avoir des pays avec un cadre macroéconomique. Je ne vais pas vous, M. Ndiaye tout à l'heure a évoqué un certain nombre de chiffres, je ne vais pas vous gargariser avec des statistiques, on en a, mais si les cadres macroéconomiques sont aussi faibles que ce qu'on a aujourd'hui en Afrique centrale, il ne faut pas espérer, attirer des investisseurs, parce qu'en définitive, l'emploi est créé par les investisseurs et par le secteur privé. L'environnement des affaires dont a parlé Madame tout à l'heure inclut justement ce cadre macroéconomique qui malheureusement est extrêmement faible dans nos pays. Je ne vais pas m'attarder sur d'autres facteurs qui rentrent dans l'amélioration du climat des affaires, des facteurs de compétitivité, d'abord de productivité, à la base avant de parler de compétitivité. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça a été dit, on pourra les développer tout à l'heure. Mais ce cadre macroéconomique doit être absolument amélioré. Et pour terminer, juste un exemple, et pour mettre les choses en perspective. Aujourd'hui, le taux de croissance du PIB en Afrique centrale, les 6 pays de la CEMAC, c'est une moyenne de 3%, avec des variétés, le Cameroun 3,5%, le Gabon 2,5%, le Tchad 3,7%, la République centrafricaine 1,5%, la Guinée équatoriale 0,9%. Mais quand vous comparez aux pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA,
ou la moyenne de 6%. Vous voyez bien le gap qu'il y a entre les pays de l'Afrique centrale et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des choses comparables. Quand vous regardez, on a parlé du financement de l'économie. Nous avons une bourse mobilière des valeurs de l'Afrique centrale où aujourd'hui on a 6 entreprises de côté. En Afrique de l'Ouest, vers l'UEMOA, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, c'est 48 sociétés cotées. Et je ne voudrais pas vous gargariser des chiffres sur la capitalisation boursière de ces entreprises. Donc voilà, monsieur le modérateur, je suis allé au-delà de la question que vous avez posée, mais il était important comme cela de planter le décor avec un certain nombre d'éléments qui vont nourrir les débats que je souhaite second tout à l'heure. Merci infiniment, monsieur Nobissi, et nous reviendrons vers notre 5e panéliste tout à l'heure. Mais avant, vous avez quand même, on va dire, pas quand même, vous avez évoqué des questions suffisamment importantes s'agissant donc de l'inadéquation de la formation et de l'emploi. Vous avez dit qu'il fallait, et vous étiez péremptoire là-dessus, qu'il était important de procéder à une refondation donc des curricula et voire même du système éducatif tout entier. Vous avez évoqué également la question des institutions. Et justement, ce think tank, cet événement a pour thème façonner l'avenir, le rôle des think tanks dans le processus de création des politiques publiques. Je voudrais fort opportunément inviter Madame le docteur Zobo à se prononcer sur la question s'agissant du rôle possible, parce que finalement, on a le sentiment que l'État a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, de travailler en collaboration pour être plus fort. Mais la question qu'on se pose est celle-ci: quelle peut être la contribution justement des think tanks, Dr Aline Zobor, à emmener l'État donc à réajuster le tir s'agissant des politiques publiques qui sont mises en place? Okay. Merci une fois de plus pour la question. Je vais commencer déjà en disant que de ma petite expérience de chercheur, je sais que les États et les institutions sont, on va dire quoi, preneuses des propositions qui sont proposées par les chercheurs, aussi bien académiciens que ceux qui opèrent dans les think tanks. Donc, comme pour dire, parler comme vous tout à l'heure, ils n'attendent que ça. Maintenant, comment est-ce que les think tanks ont contribué et peuvent davantage contribuer? Je pense que c'est ça la question. Tout à fait. En ce qui concerne la première partie de cette question, je pense que les think tanks contribuent activement en réorientant les débats sur la question de l'emploi. Je m'explique. Nous avons par le passé agressé la question de l'emploi dans un sens bien défini, qui a permis également d'orienter des politiques dans un sens également bien défini. Par exemple, beaucoup d'études ont été menées sur la question des déterminants du chômage au Cameroun, dans d'autres pays en Afrique centrale. Et ces déterminants nous ont permis de nous rendre compte que le niveau de scolarisation est un déterminant majeur du chômage. Qu'est-ce que le politique a fait? Éducation pour tous. Par exemple, également, une autre orientation, c'est de dire que ceux qui mènent leurs études jusqu'au niveau supérieur ont plus de chances de trouver un emploi. Qu'est-ce que le politique fait? C'est d'encourager en fait le grand nombre d'élèves à accéder à la formation supérieure. Je ne vais pas crailler le secret des délibérations des examens officiels, mais on voit qu'il y a des efforts qui sont faits en tenant compte de ce que les recherches ont présenté comme résultat. Mais là où les think tanks s'intègrent davantage pour reformer ou réorienter la question de l'emploi, c'est que on voit naturellement que cette façon de faire a des limites. Il ne suffit pas de faciliter l'accès à la formation supérieure au plus grand nombre, puisqu'en réalité, en fin de compte, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème reste pérenne. 5 ans plus tard, on a encore une masse de diplômés qui se revendiquent, experts chacun à son niveau, quel que soit le niveau de résultats académiques qu'il a obtenu, et donc qui demandent à l'État finalement de le recruter ou alors de trouver des solutions pour lui. Par contre, si, comme les think tanks le font aujourd'hui, de réorienter, parce que je pense que la logique est partie de la capacitation des jeunes, pour poser la question non plus en termes de chômage, mais en termes d'employabilité. Donc, les think tanks, ce qu'on fait dans les think tanks, ce que nous faisons par exemple à l'IADAC
en suivant nos nouvelles orientations, c'est plutôt de mettre sur la table la question de l'employabilité. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, par exemple, même niveau de compétences, même environnement social, réussisse à s'insérer plus facilement qu'un autre? Et là, on va questionner des réalités qui ne sont pas forcément, et des aptitudes qui ne sont pas forcément transmises dans les institutions académiques classiques. Donc, en essayant de comparer, vous allez vous dire que moi, on a fait la même formation, par exemple, mais là, voilà, parce qu'il a tel parent, parce que... Ça, c'est ce qu'il y a dans l'imagerie populaire. Mais vous ne savez pas que, parallèlement, le jeune qui a été formé et qui a le même profil que vous, au lieu de passer, par exemple, toutes ses journées sur les réseaux sociaux, a souscrit à d'autres formations certifiantes. Et donc, vous avez le sentiment que vous avez le même profil, mais en réalité, vous n'avez pas le même profil parce que lui, il a continué à ses capacités. Donc, les think tanks réorientent la question du chômage sur l'employabilité. OK, les jeunes sont formés, mais est-ce qu'ils sont vraiment aptes à être opérationnels sur le marché de l'emploi? Est-ce que, sans vous couper, je vous relance sur la question, est-ce que cela ne remet pas au bout du jour la question donc de l'adéquation de l'éducation? Comme pour dire que peut-être les écoles supérieures ou les écoles de formation n'ont pas fait le job. Non, les écoles font le job, mais je pense qu'il y a des travaux qui nous révèlent également que la compétence technique ne suffit pas forcément à s'insérer professionnellement. C'est pour ça que dans des écoles où le leadership est véritablement avéré, on introduit de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills. Ça veut dire qu'à côté de la formation académique classique, on va également vous capaciter en un certain nombre d'éléments. La langue, la maîtrise de la langue, ça c'est quelque chose que j'admire par exemple en CAFO Policy. Si vous n'êtes pas bilingue, parfaitement bilingue, ça c'est clair que vous n'êtes pas Merci pour le CAFO. Oui, ça c'est clair. Donc vous voyez qu'il y a des informations comme ça que les jeunes n'ont pas forcément et qui biaisent en fait leur niveau d'employabilité. Donc les think tanks, en capacitant, nous avons apprécié le programme Emerging Leader, en proposant d'intégrer par exemple les soft skills dans les curricula de formation, s'active véritablement à faire que les ressources qui sont formées par les universités deviennent en réalité des ressources utiles pour la société. Okay, thank you very much. Coming to you, Dr. Tumenta, we want to look at the contributions that think tanks can bring on the table to ensure that they effectively help the governments and states to contribute in the advent of workable policies that could be of help in actually triggering development per se. So my question to you is, what could the economic or the private sector, what contribution could the private sector bring on the table in terms of partnership or collaboration with think tanks to ensure that think tanks actually go about enhancing policies? Thank you very much. I think that one of the fundamental things that think tanks in the sub-region has to do is to become independent. Most of them drive the false narrative. I paid you, and you produce research that are there. Secondly, they have to respect the deontology of research. And unfortunately, in the Central African sub-region, we have a big problem. You know, in research and think tank, we are looking for the truth. So if you publish, we look for the best updated result, and then we recommend. But when you have collusion tied to political party, tied to special agenda, then you have to dilute your narrative. And that is a fundamental issue. That is why when you leave as a professor in our universities, you become a politician. It's a two different field, because in research, it is about truth. In politics, it's about majority. And now you're confused that you are in there and everything you say is not about the truth, it's about majority. So we have to look for the first independence. Yeah, Doc, the second I hear thing, you. If you permit me, I just want to give this follow-up question. I hear you. But my interest here is for us to find out what kind of partnerships and collaborations we need to explore between the private sector and think tanks to ensure that. So understanding this first issue, which is like, if you want your independence, you need someone else to finance you. Someone who actually needs it. In economics, if you summarize economics, if you want to summarize economics in one single word, it is incentives. Okay. If the private sectors that makes a lot of benefit out of the economy, they have to finance research. And if you look at the percentage
of think tanks budget that comes from the private sector is very, very small, quasi inexistent, because most of them are financed by international organizations, and if they are lucky, they get contracts from state apparatus to carry out some research. So we need to make sure that there is a mutual interdependency between the research, the studies, and the output that the think tanks bring out, that it is directly related to the interests of the private sectors. And that's where we have to build a strong relationship and partnership with the private sectors. They are there. But we have to understand that the think tanks themselves, there is the first thing to do. Let's try to build a stronger private sector. Secondly, let's help the private sector to understand that it is in their enlightened self-interest to invest in the think tank. And thirdly, let's come out with policies that actually give tax breaks to private sector to give money to the think tanks. Because if you give money to the think tanks, which is a public good, because think tanks produce knowledge that is being used. If the states can carry out economic policies and incentive systems that make sure that if private sectors, those companies are capable of, if they finance think tanks, they will have tax breaks. That is very important. Today we have tax breaks for creating enterprises, but we do not have tax breaks for private sector companies to support research and think tanks. Okay, that is well understood. I think the think tankers have understood. I want to go to Mr. Ndiaye. You talked about the contributions of international organizations as well. So perhaps we'll hear from Mr. Ndiaye, Monsieur Ndiaye, sans vouloir entrer dans le secret professionnel de la Banque africaine de développement. Ma question que je vous adresse est celle de savoir quelle est la politique en place au sein de la Banque africaine de développement pour apporter donc ce soutien-là et aider les think tanks à être là où on les attend le plus, et donc dans la recherche, dans l'élaboration des politiques publiques, dans la production des statistiques pour donc permettre au gouvernement et aux décideurs de faire des décisions éclairées. Merci beaucoup pour le rôle que pourraient jouer les partenaires au développement pour un peu essayer d'accroître le niveau d'influence des recherches des think tanks sur les pouvoirs, sur les prises de décision publiques. Je pense qu'au-delà du financement du développement, les partenaires techniques et de développement ont également un autre rôle qui est celui d'apporter un conseil au gouvernement. Et donc c'est là où on a besoin de collaborer davantage avec les think tanks. Bon, au premier niveau de collaboration, comme vous le savez tous, les partenaires techniques et financiers produisent des études. Donc on peut davantage collaborer avec eux pour qu'ils nous réalisent ces études-là. Et ces études, ce n'est pas pour rien qu'on les fait, c'est justement pour mettre en œuvre des réformes. Voilà, donc on peut mettre en réforme, parce que les recommandations issues de ces études peuvent soit être prises en compte par le gouvernement en utilisant différents instruments. Le premier instrument, c'est un appui budgétaire, c'est-à-dire faire en sorte que les réformes qui sont proposées au niveau des recommandations puissent être prises en compte dans la matrice des déclencheurs au titre des programmes d'appui budgétaire des partenaires au développement. Donc là, on est sûr que voilà, ces réformes seront mises en place à travers ces programmes d'appui budgétaire. Autre instrument, c'est par rapport au programme d'assistance technique ou d'appui institutionnel. Parce que les réformes également peuvent aboutir à des recommandations, comment on appelle, les recommandations peuvent aboutir à une prise en charge sous forme d'assistance technique ou d'appui institutionnel. Et là également, les partenaires mettent en place les mécanismes qu'il faut pour que le gouvernement mette en œuvre ces programmes d'assistance technique ou d'appui institutionnel. Autre élément important, au niveau des partenaires, on fait également des études pour que ces études renseignent l'orientation de nos opérations, de nos projets. Voilà, et donc les recommandations issues de ces études peuvent nous amener à concevoir des projets, des opérations qui devraient être prises
en compte dans les programmes d'investissement public. Autre élément, c'est que les partenaires au développement peuvent aussi travailler davantage avec les think tanks dans la conception de leur stratégie pays, mais également dans la conception de leur projet. Autre élément important, c'est par rapport à la problématique de la formation pour laquelle les think tanks peuvent jouer davantage un rôle avec les partenaires au développement. Donc, parce que les partenaires ont la responsabilité d'accompagner justement les gouvernements dans la création de centres d'excellence. Voilà. Donc, ces centres d'excellence, on peut les créer justement en collaborant avec les think tanks. Et dernier élément, c'est par rapport à la maturation des projets d'investissement public. Donc, je pense qu'au Cameroun, il n'y a pas encore un cadre de maturation des projets d'investissement public. Voilà, donc ce serait l'occasion de... Bon, c'est une réforme. Dans le cadre du dialogue avec le pays, donc la Caisse autonome des amortissements avait notifié à la banque son souhait que le pays mette en place un fonds de maturation des projets d'investissement public. Donc la banque est partante. Donc la banque est partante et disposée à accompagner le pays pour cela. Et donc je pense que c'est dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, il y a ces cadres de maturation. Donc pourquoi pas pour le Cameroun. Et donc nous, on est disposé effectivement à accompagner le pays, à mettre en place ce cadre de maturation des projets, qui est un think tank, voilà, qui va être chargé de concevoir, mais également de mettre en œuvre, voilà, comment on appelle, think and do. Comment? Think and do, pour reprendre à mon compte une expression voilà, que ça. le docteur voilà, participer à la conception, mais également à l'évaluation des politiques. C'est ça. D'accord. Merci. Merci infiniment pour ces informations précieuses. Je crois que nos leaders ont bien noté. Je vous adresse la même question, M. Noubissi, que tout à l'heure à M. Ndiaye, celle de savoir, du haut de votre expérience avec la Banque mondiale, quel est le type d'accompagnement que une banque de cette envergure peut mettre en place, donc à l'endroit des think tanks, pour s'assurer que celles-ci font effectivement le travail qui est attendu d'eux? Très peu. Très peu, et là je suis catégorique là-dessus. Les institutions comme la Banque mondiale, tout comme la Banque africaine de développement, et toutes les institutions multilatérales, elles ont un cadre de partenariat avec ce qu'ils appellent globalement la société civile. Mais si le docteur Denis Foretia qui est là, il en sait autant sinon mieux que moi, il assiste régulièrement aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, où on fait venir ce qu'on appelle la société civile et autres. Il y a des forums réservés à la société civile, il y a des pauses café avec des petits fours, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Ces institutions apportent des appuis au gouvernement. Monsieur Ndiaye a évoqué tout à l'heure des appuis budgétaires avec des matrices d'action. Mais les matrices d'action, c'est négocier avec le gouvernement. Vous ne pouvez pas imposer au gouvernement des mesures à inclure dans les matrices d'action pour soutenir les think tanks ou bien globalement ce qu'on appelle la société civile. Et c'est quelque chose de culturel. Mais malheureusement, dans nos pays, notamment les pays de culture, hélas, francophone, on n'a pas encore cette culture du think tank et du financement de la recherche à partir des structures, des institutions telles que les think tanks. Et je voudrais prendre un exemple spécifique ici au Cameroun. Mon ami Okuda Bernabé est là, le directeur exécutif du Camercap. Je crois que dans le domaine économique, c'est l'un des think tanks le plus vibrant aujourd'hui au Cameroun. Mais il pourra vous dire quelle est la nature de ses relations avec le gouvernement camerounais, qui par ailleurs a des relations, j'allais dire, institutionnelles avec ces think tanks. Mais toute la production intellectuelle que fait le Camercap, c'est bien reçu, mais c'est rangé dans les tiroirs, sinon dans des placards. Et ça, je souhaiterais que tout à l'heure, Bernabé et Kouda fassent un témoignage sur l'apport des think tanks dans notre contexte. Et pourtant, ces think tanks ont de la valeur ajoutée à apporter. Mais
elles sont totalement ignorées. J'allais vous relancer, M. Noubissi, pour poser la question de savoir, est-ce que il ne s'agit pas là d'une véritable niche de plaidoyer finalement? Absolument, absolument. Il faudrait faire le plaidoyer. Et en cela, un forum comme celui-ci, et une fois de plus, je salue l'initiative. Parce qu'il faut continuer le plaidoyer. Il y a des choses à apporter, notamment à l'appui au niveau de nos gouvernements, puisqu'il s'agit des pays de l'Afrique centrale. Il y a quelque chose à apporter. Il faudrait continuer le plaidoyer. Mais pour l'instant, malheureusement, la relation entre les think tanks et les institutions de financement international ou bien les gouvernements, ces relations sont, j'allais dire, des relations de contemplation. C'est tout. Mais il n'y a pas de relation opérationnelle, malheureusement. Et c'est un déficit. Et quand vous allez dans des pays d'expression ou bien de culture anglo-saxonne, c'est totalement différent. Tout à l'heure, mon ami Toument a parlé d'incitation fiscale. Dans un pays comme les États-Unis, les think tanks, il y a une incitation fiscale, que ce soit au niveau de la société civile prise au sens le plus large, ou bien au niveau des think tanks qui s'investissent dans la recherche et le développement. Il y a des incitations fiscales pour les amener à amener. Il y a même des financements. Dans un pays comme l'Allemagne, c'est financé, les think tanks sont financés directement sur le budget de l'État. Financement direct. Financement direct, parce qu'on sait quelle est la valeur ajoutée de ces think tanks. Parce que ce n'est pas de la philanthropie. On les finance parce qu'il y a de la valeur ajoutée qu'ils apportent. Il y a de la valeur ajoutée qu'elle apporte. Et je souhaiterais ici que le docteur Denis Foretia qui nous dise tout ce qu'il fait sur un certain nombre de ressources qu'il obtient, qu'il réussit à obtenir à travers sa fondation, qu'il me dise quel est le pourcentage des produits que génère cette fondation utilisée par le gouvernement camerounais. Quel est le niveau de sollicitation ou bien de besoin de partenariat avec le gouvernement camerounais? Je doute que ce soit véritablement à un niveau tout à fait acceptable. Il y a un plaidoyer à faire. Nous devons continuer à faire le plaidoyer parce qu'il y a de la valeur ajoutée à apporter. Mais malheureusement, au stade actuel, que ce soit les gouvernements, que ce soit des institutions multilatérales comme celle qui m'a employé et m'a payé pendant plus de 20 ans, ces institutions-là apportent très peu au think tank et encore moins au think do tank. D'accord, merci. Puisque vous avez fait une passe décisive au docteur Barnabé Okuda, je voudrais l'inviter à prendre la parole. Et donc, pour partager avec nous son expérience, notamment en ce qui concerne le travail que Camercap fait pour améliorer les politiques de création d'emplois. Je voudrais qu'on insiste là-dessus, sur les politiques de création d'emplois. Quel est le type de rapport que vous entretenez, que Camercap entretient avec le gouvernement camerounais, puisqu'il s'agit de lui? Merci beaucoup. Peut-être comme on dit le mot ASM, mais j'ai un devoir de faire ce témoignage pour dire que le Camercap est d'essence gouvernementale. C'est une convention signée entre ACBF, African Capacity Foundation, et le gouvernement du Cameroun. Alors, ça a commencé par un projet d'appui institutionnel et après transformé en think tank depuis 2013. Alors, Emmanuel le dit parce qu'il nous accompagne dans les échanges de travaux. Le problème que nous avons, c'est que nos travaux sont reconnus, ils sont consommés, parce que nous bénéficions jusque-là et à raison d'une indépendance scientifique. Parfois, la tonalité ne plaît pas toujours quand nous publions, quand nous écrivons, mais toujours est-il que ces produits sont reçus. Vous pouvez arrêter. Voilà. Peut-être qu'on va... Nos publications sont reçues et parfois même commandées par le gouvernement. Mais nous avons un problème, comme partout ailleurs et comme vous l'avez bien dit, c'est
le problème du déni. C'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître le travail fait par tel. Nous n'avons pas besoin d'assumer que c'est nous qui avons fait la politique fiscale ou telle chose. Et l'essentiel, c'est que ce que nous avons proposé soit rentré. Pas forcément dans tout ce que nous avons dit, mais au moins la décision soit prise en connaissance de cause. Nous avons fait une analyse tout à l'heure sur les questions d'emploi pour revenir. La question de l'éducation. Nous avons fait plusieurs travaux sur la question de l'école. Quelle école pour l'émergence au Cameroun? Au moins 3 tomes de publications qui ont même été demandés, recommandés. Et nous avons un feedback d'un enseignant universitaire, l'université de Douala, qui témoigne que le ministre de l'Enseignement supérieur a demandé aux universités qu'est-ce qu'on fait de cette réflexion. Ça fait 3-4 ans. Nous n'avons pas vu des échos là-dessus. D'accord. Nous avons travaillé sur les questions d'emploi énormément là-dessus. Aujourd'hui, notre valorisation est venue de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui, après avoir lu sur Internet nos travaux, nous a associé à une réflexion dans le cadre du projet PDTIE, projet de développement des innovations territoriales environnementales dans le bassin du Congo. Et là, nous avons fait des publications, une étude pour le Cameroun et pour la RDC, avec des policy briefs, au moins 4, et des notes rapides qui permettent d'intégrer tout cela. Alors, vous voyez que le message vient plutôt de l'extérieur, comme disait le professeur tout à l'heure, c'est quand ça vient de l'extérieur que ça commence à circuler et à être pris en compte dans le pays. Alors que ce que nous le disons de manière directe, cela n'est pas toujours très accepté. Pour finir sur la question de financement, pour adresser cela, oui, la différence est énorme entre nous de l'Afrique francophone et l'Afrique anglo-saxonne. L'exemple que je veux justement vous donner très rapidement, c'est l'exemple du KIPRA au Kenya. Le KIPRA au Kenya, aujourd'hui, est un think tank gouvernemental financé par le gouvernement directement. C'est-à-dire que ce n'est pas à travers un ministère. Le budget est inscrit dans le budget de l'État. Aujourd'hui, le KIPRA emploie à peu près 120 experts permanents. Donc vous imaginez donc avec un panel pareil, ils peuvent aborder tous les différents sujets. Ils accueillent une trentaine de stagiaires, de young professionnels qui sont formés et qui acquièrent une expérience pour aller se déployer ailleurs. Donc voilà l'utilité d'un think tank qui non seulement produit, mais aussi génère de l'emploi. Parce que vous avez 120 experts de haut niveau et une cinquantaine de stagiaires qui passent 6-7 mois par an, c'est quand même énorme et c'est important. Au moins, nous saluons le fait que vos travaux soient consommés par l'Afrique centrale. Je crois que ça mérite des félicitations. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole, une deuxième personne, pour partager avec nous son expérience en matière de collaboration avec un gouvernement ou une institution publique en rapport avec peut-être une consultation qui vous a été adressée dans le cadre de l'amélioration des politiques de création d'emplois. Oui, allons-y s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est François-Joseph Nemeté. Je suis le sous-directeur de la réglementation des télécoms et des TIC au ministère des Postes et Télécommunications. Avant de prendre la parole, on va remercier le docteur Denis, notamment la CAFU Institute, je pense, qui a invité le ministère des Postes et Télécommunications à prendre part à ces débats. Et c'est pour ça que je suis là. Déjà, je suis arrivé en retard, mais j'ai eu l'opportunité. Mon intervention ne va pas directement dans le sens de votre question, mais je représente une institution gouvernementale et il était important que je prenne la parole ici, puisque c'est des politiques publiques de manière générale dont on est en train de parler. Mon intervention, déjà, c'est pour remercier cette initiative qui est salutaire, mais pour dire que ce que je retiens de tout ce qui a été dit par les présents orateurs, déjà le docteur Denis, qui a insisté sur la notion de collaboration. Évidemment, on ne peut pas construire une société développée sans la notion de collaboration, et il a fait savoir que pour la mise en place des politiques publiques aujourd'hui fortes, il faut une co-construction autour d'une collaboration multisectorielle qui est très importante. Et le professeur Pondy insistait également sur la notion d'identité et sur la notion de souveraineté. Je pense que c'est une triptyque aujourd'hui qu'il faut capitaliser.
Maintenant, pour ce qui est du gouvernement ou bien du ministère des Postes et Télécommunications que je représente ici, et puisqu'on est en train de parler d'emploi, je crois qu'il y a une dimension très importante qu'il faille également aborder ici, celle de la transformation digitale. Vous savez, en 2017, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, disait « Il est important aujourd'hui qu'on rattrape le retard pour le développement de l'économie numérique, celle-ci étant une niche d'emploi et un outil de productivité pour nos économies. » Et il incitait donc tous les acteurs, les gouvernements, la société tout entière à accompagner les initiatives jeunes dans ce domaine. Et il est important, je crois, à mon sens, qu'en parlant de think tank, en parlant de politique aujourd'hui, qu'il faille aborder les questions de digitalisation et d'accompagnement de ces entrepreneurs. Pour bâtir quoi? Pour bâtir une économie digitale locale, gage de souveraineté pour nos pays et qui peuvent nous permettre aujourd'hui de compétir pour ce qui est, n'est-ce pas, des politiques, pour ce qui est, n'est-ce pas, du développement économique. Mon intervention, donc, vient à la suite de ce plaidoyer qui a été évoqué. Je crois que nous devons avoir l'humilité, que ce soit du côté de ceux qui promotent aujourd'hui les think tanks ou bien du gouvernement, de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons co-construire une société pour le développement de nos pays. Et je me demande combien de représentants des gouvernements ou bien des administrations publiques ici ont été invités, peut-être à prendre la parole, pour dire ce qui est fait au niveau des politiques publiques pour accompagner les initiatives devant promouvoir, n'est-ce pas, cette jeunesse qui est en effusion. Et donc de dire enfin, de mon propos, et pour ce qui concerne le ministère des Postes et Télécommunications, que des choses sont faites pour, n'est-ce pas, promouvoir un emploi décent. Vous savez, on va vous dire qu'il y a un écosystème aujourd'hui de jeunes dans notre pays, en Afrique centrale, qui est l'un des meilleurs en termes de développement. Et des choses ont été faites pour accompagner cet écosystème-là. Vous savez que la première chose, c'est de mettre en place une infrastructure digitale avec un accès à la connectivité. Au Cameroun aujourd'hui, pour ce qui est de l'Afrique centrale, beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous avons une interconnexion avec tous les pays de l'Afrique centrale. Quand je parle d'interconnexion, c'est que nous sommes connectés à la fibre. Cette interconnexion aujourd'hui devrait normalement faciliter une interopérabilité dans tous les sens du terme. Mais vous allez voir, et ça a été évoqué aujourd'hui, qu'il y a des freins qui ont été évoqués à ce que cette interopérabilité, cette démarche co-constructive, cette démarche de collaborative soit effectivement mise en place. Et je crois effectivement qu'on doit avoir le courage d'aller dans ce sens pour construire ensemble et pour se dire, évidemment, nous avons besoin de tous les acteurs pour mettre en place et pour avoir des politiques publiques qui doivent être efficaces, spécifiquement pour le Cameroun et pour l'Afrique centrale de manière générale. Et pour finir, j'en veux, n'est-ce pas, pour preuve, ce que le docteur Denis a dit tout à l'heure, si on a des mauvaises politiques publiques, pour revenir, il nous faut presque 10 ans. Donc c'est de manière agile que nous devons effectivement construire et avoir l'humilité de se dire, dorénavant et désormais, mettons-nous, n'est-ce pas, sur la table et travaillons pour une société, n'est-ce pas, développée et ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment de joindre votre voix à celle des think tanks donc pour plaider en faveur de la co-construction et de la collaboration. Je voudrais que nous fassions un dernier tour de table sur ce plateau. Véritablement en une minute de parole. On va faire le tour, chacun aura 1 minute pour nous dire cette fois-ci quelle est la recommandation la plus importante, la plus urgente que le gouvernement ou alors les différents parties prenantes doivent prendre en compte pour faire en sorte que la promotion et la création de l'emploi soient effectives. Je voudrais commencer par vous, Monsieur Ndiaye. D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité de répondre à cette question sur les recommandations. Top 2 recommandations, comme vous l'avez dit. La plus importante. Parfait. Donc, recommandation 1, c'est d'accroître le financement du secteur privé, donc en vue d'investissements porteurs de transformation et donc de création d'emplois. Donc, je voudrais annoncer que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie décennale 2024-2033 de la BAD, l'accent sera mis, entre autres,
sur la nécessité de renforcer l'accès du secteur privé au financement. Et donc, entre autres points prévus, c'est de créer une entité privée du groupe de la BAD, c'est-à-dire une filiale de la BAD en charge du financement du secteur privé. Voilà, donc ça, c'est un point phare. Bon, Cette création est annoncée pour quand? On peut s'y attendre l'année prochaine? Oui, les réflexions sont en cours. Ok, c'est au niveau des réflexions. Nous souhaitons que ces réflexions s'accélèrent pour que finalement que nous ayons cette structure. Docteur Aline Zobo. Okay, merci. On ne le dira jamais assez. Pour moi, la collaboration reste la base. La question de l'emploi, on l'a vu, c'est une question éminemment complexe et qui mériterait d'être agressée de façon systémique. Tous les acteurs qui sont concernés doivent être mis à partie, peut-être par le biais de la création des plateformes multipartites, où les entreprises auront également leur mot à dire, quels sont leurs besoins réels vis-à-vis des jeunes qui sont formés, les universités également leur mot à dire, l'État également parler des réformes qui sont pensées en entreprise, et les entrepreneurs eux-mêmes également, quels sont leurs besoins effectifs. Également, je pense que c'est des plateformes qui intègrent également les partenaires financiers ou bien les partenaires au développement. L'idée, c'est de dire qu'ensemble, on est plus fort. Et naturellement, il y aura une mutualisation des efforts, mutualisation des ressources, une synergie d'idées qui va forcément aboutir à des politiques plus inclusives et plus efficaces. Donc pour moi, la collaboration, effectivement, reste la clé. Le maître mot, c'est la collaboration pour le docteur Aline Zobo. Merci infiniment, docteur. Je voudrais que nous écoutions le docteur Tumenta. Dr. Tumenta, what's your main recommendation to ensure that we have an effective promotion of job creation and employment within the Central Africa region? Yeah, thank you very much. The first thing is to diversify the structure of our economy, which is to put more focus on the private sector. The second part is to make sure that we have what is called sub-regional incubation system, meaning that at the rural areas, we should create competitive spaces in the rural areas, in villages, to identify rural, national, and sub-regional champions. And the third thing I think we have to do is to make sure that we adopt a graduation model. Because the informal sector is so important, we need to come out with adaptable model, which makes them to graduate from one part of the informal sector to another part. It is not about registering them and calling them formalization. We need to adopt a graduation model that allows them to be able to migrate. And the last thing which we need to do is to, again, collaboration between research and development think tanks for local problem solving. And here we call on a paradigm shift to bring in entrepreneurial thinking, entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset in politics, in business, in civil society, and in institutional building. And finally, it is about ethics. We just have to understand that ethics is the core element for socio-economic development and job creation. Once an economy is not hygienic, it's not possible for us to develop sustainable infrastructures and policies that attract investors. Thank you very much for those recommendations. I think in the course of this forum, we are going to amplify those. Monsieur Noubissi, nous réservons le meilleur pour la fin avec vous. Quelles sont donc les recommandations que vous adressez à l'ensemble des parties prenantes, ici présentes certainement, et représentées? Bien, je vous remercie. Vous savez, faire des recommandations, ces recommandations ne sont pas adressées aux organisateurs de ce forum. Ces recommandations doivent adresser à ceux qui ont la charge de la gestion des affaires publiques. Et l'une des principales recommandations qu'on pourrait faire, il faut libérer les énergies. Il faut libérer les énergies, laisser les énergies se mouvoir. Et libérer les énergies, ça commence où? Ça commence au niveau des institutions. Il nous faut des institutions beaucoup plus inclusives. Pour l'instant, nos institutions, prenez tous les pays de l'Afrique centrale, les institutions sont essentiellement des institutions extractives. Je ne parlerai pas du Cameroun, de l'actualité et autres, ce n'est pas l'objet de notre débat, mais on ne peut pas ne pas y faire référence. Il va falloir libérer les énergies pour que ces énergies-là se déploient et aboutissent à la création de l'emploi.
Autre chose qu'il faudrait faire, on a évoqué tous les facteurs limitants au développement du secteur privé. L'emploi, c'est le secteur privé. Tout ce qui est facteur limitant, malheureusement, notre collègue du ministère des Postes et Télécommunications, il est parti. J'avais des questions à lui poser parce que, justement, le digital, c'est l'un des facteurs limitants à la création de l'emploi aujourd'hui au Cameroun. On vient ici parler des discours du chef de l'État et autres. Ce n'est pas l'objet de notre rencontre. L'un des facteurs limitants, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans la salle, a l'expérience d'une connexion Internet avec Camtel, qui est une structure publique aujourd'hui au Cameroun. La gestion de la fibre optique, on a l'infrastructure de qualité, mais aujourd'hui qui est gérée de manière tout à fait patrimoniale. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, le monsieur est parti, on ne va pas lui faire le procès. Donc, libérer les énergies et mettre en place tous les facteurs pour améliorer l'écosystème du développement du secteur privé. D'accord. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Nous parlions donc de promouvoir la création d'emplois en Afrique centrale. Vous avez écouté nos panélistes. Nous avons longuement évoqué les barrières, ce qu'il convient de faire pour améliorer la situation. Nous sommes donc parvenus au terme de cette discussion, de ce panel de discussion. Merci de nous avoir prêté votre bien aimable attention et à tout à l'heure.